Ce matin, nous allons parler de comptes professionnels et on ira à la rencontre d'un festival dénommé SACVIM qui consiste notamment à faire connaître les arts vivants dans les rues, dans les quartiers, surtout aussi faire connaître les histoires des quartiers. Nous serons avec le promoteur qui est M. Ketga sur ce plateau pour en parler. Ça sera dans un instant. Et aujourd'hui, nous serons avec Mira Élevage qui organise également des formations à venir. Avec lui, nous allons parler notamment des différentes formations en pisciculture et en agriculture que le Centre Mira Élevage propose aux téléspectateurs. On recevra M. Kadri Sawadou également, qui est le PDG de Mira Élevage. Avant tout ça, vous aurez l'information avec Alphonse Ouidrago qui sera là pour les informations. Et dans la rubrique à la découverte de, nous partons à Pabré pour découvrir le petit séminaire de Pabré. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Comment démarrer cette aventure sans saluer tout le monde? Donc on dit Annie Sogma, on dit Fofo, on dit bonjour, on dit Niyibego. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le Burkina Faso. Vous avez la possibilité de nous suivre sur le bouquet Canal+, sur la TNT et sur la page Facebook de Savane TV en direct donc de nos studios. L'aventure démarre tout de suite et maintenant à Pabré. On y va pour la première rubrique, c'est à la découverte de... Et direction le petit séminaire de Pabré pour découvrir cet espace-là qui est en même temps une école académique qui a pour objectif de former donc des futurs prêtres de ce pays, même s'il faut reconnaître que cette école forme aussi des laïcs qui intègrent la société plus tard. Aujourd'hui, nous allons vous inviter à écouter le témoignage du préfet des études. Pas préfet des études, il faut comprendre responsable des études au niveau du petit séminaire de Pabré. Il s'agit de Abbé Sylvain Nikiema que nous allons écouter ce matin et puis on revient. Le préfet des études, il faut dire que c'est lui qui est censé organiser les cours, préparer la rentrée, c'est-à-dire pourvoir tous les professeurs dont on a besoin dans les différentes disciplines, dans les différentes classes. Et s'il y a un manque, il doit trouver un professeur, voilà, pour combler le vide. Et c'est lui qui est aussi chargé de veiller sur la progression dans les différentes matières et dans les différentes classes. Dans cette maison, il faut dire que je suis là, je viens de boucler la 5e année, mais j'ai enseigné beaucoup de matières quand même. Voilà, comme on le dit, nous sommes des généralistes, des prêtres. Voilà. Et cette année, j'ai enseigné le français, principalement le français et la philosophie. Français en 6e et 4e et la philosophie en seconde. Les cours se passent normalement et de façon systématique, c'est bien organisé. Nous avons beaucoup de matières classiques qui sont enseignées, il faut dire même toutes les matières classiques de la 6e jusqu'en terminale. Mais en plus de cela, il y a des cours spécifiques, pour ne pas dire des cours spéciaux, qui relèvent uniquement de notre cadre, c'est-à-dire en fonction de l'objectif de la maison, qui est une maison de spiritualité, entre griffes, qui a l'objectif de former des gens, des hommes, qui veulent devenir des prêtres. Donc il y a des cours de spiritualité, des cours d'africanité, de politesse, qui ne sont pas enseignés dans les autres établissements. Parmi ces cours spécifiques, là, spéciaux, on peut relever aussi la musique qui est enseignée en 6e et en 5e. Le latin est enseigné dans tous les postes primaires, c'est-à-dire de la 6e en 3e. Et la politesse, qui est une matière spécifique aussi, qui est enseignée en 6e. Il y a l'africanité, qui est une autre matière qui enseigne nos valeurs africaines. Elle est dispensée en 4e et en seconde. Et l'art, il faut dire que nous avons des ateliers qui se passent pratiquement tous les samedis. Et ils sont organisés, chacun choisit ce qui lui convient et il y pratique. C'est bien apprécié. C'est bien apprécié.
si je vais l'évaluer par rapport à ce qui se passe ailleurs, je trouve que le niveau est assez bon. Depuis très longtemps, la maison a toujours gardé cette coutume-là, cette tradition de faire du 100% et au BPC et au bac. Et cette année encore, on en a eu du 100% et surtout avec de très bonnes moyennes, vu les mentions que nous avons récoltées. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu, qui est le maître de tout. Et aussi, nous disons merci, nous profitons de cette occasion pour dire merci à tous les acteurs, à tous les niveaux, que ce soit les professeurs qui nous donnent les coups de main, et que ce soit aussi les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes. Chacun a mis du sien pour que nous puissions récolter les résultats que nous avons aujourd'hui. L'objectif de la maison, comme je l'ai dit entre-temps, c'est de former de bons citoyens pour la nation et des saints pour le ciel. Et tout, pour qu'il y ait de bons résultats, tout doit se baser, se jouer sur la discipline. Sans cette discipline, on ne peut pas avoir de bons résultats. Nous avons notre règlement intérieur qui nous oblige, nous, professeurs comme élèves, à entrer dans cette discipline-là. Et comme il y a des lois qui encadrent cela, ça permet à chacun de pouvoir rentrer dans cette ligne de conduite-là et surtout d'observer ce qui doit être observé et pour mieux poursuivre ce qu'il doit poursuivre comme études. Pour devenir être professeur au petit séminaire de Pabré, la toute première condition, c'est d'avoir un diplôme requis. Voilà. Et quand on a le diplôme requis, on peut avoir aussi besoin d'expérience. Il ne s'agit pas d'être seulement prêtre pour enseigner ici au petit séminaire. C'est vrai que l'équipe permanente est constituée de prêtres, mais nous sommes 11 cette année. Mais il y a 23 professeurs vacataires, laïcs, et toutes religions confondues. Nous avons des musulmans parmi eux qui nous donnent un coup de main. Parmi eux, nous avons des gens qui sont là avec nous il y a plus d'une trentaine d'années. Il y a un qui est à sa 31e année, un autre est à sa 29e année et bien d'autres. Donc, ce sont des gens qui nous viennent de partout. Revue de presse présentée ce matin par Alphonse Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, Madame Nikiema. Bonjour à toutes et à tous. L'actualité est marquée par l'actualité en Guinée-Bissau, notamment le coup d'État. Évidemment. Et bien d'autres sujets qu'on va découvrir. Tout à fait. Merci. Je commence avec le quotidien Bobolé, l'Express du Faso. À sa une, ce matin, on peut lire consolidation de l'intégration sahélienne vers des recommandations ambitieuses et fédératrices. Journée civilo-militaire à Bobo Dioulasso, l'équipe de FDS adjuge le trophée du tournoi de volleyball. Toujours avec ce quotidien Guinée-Bissau, des militaires disent prendre le contrôle total du pays. Autant le dit dans cette rubrique, le journal écrit, inauguration, nationalisation, ils en passent. Le Burkina Faso veut maîtriser son développement. Page triste à Orodara, l'imam de la grande mosquée a tiré sa révérence, nous annonce l'Express du Faso. Le journal L'Observateur parlera dans sa parution du jour, affiche coup d'État en Guinée-Bissau, emballé par son chef d'état-major de l'armée de terre. Ousmane Diko, alias Abdoulaye Kontare, le parcours obscur d'un chef terroriste finalement repenti, source citoyen et affiché dans l'Observateur Palga à la page 10. Un partenariat fondé sur l'excellence et la performance. Nemba et Burkina livre 88 machines à son partenaire New Entreprise. Lutte contre la contrefaçon, un des angles morts de la lutte contre la fraude. Toujours avec ce journal, BMCRF, police de Bascui, saisie de 2300 litres d'huile moteur frélatée.
insertion socio-professionnelle des jeunes, le SND lance un concours pour dénicher les meilleures pistes. Journée internationale des personnes âgées 2025, Rim Talba appelle à une inclusion économique et sociale renforcée des seniors. Le journal Le Pays, lui, nous parle ce matin d'une interview de Large Mamadi Lamine Kwanda à la une. Il est par ailleurs président d'honneur de l'UNCE. Il déclare ceci: le problème de notre football, c'est la méchanceté. Toujours avec Le Pays, Journée internationale des personnes âgées, le Premier ministre pour l'inclusion économique et sociale renforcée des seniors. Enjeu et impact de l'archivage documentaire moderne, la DGI pose le débat. Deuxième édition du mythe, de grandes innovations attendues. Révélation, dans cette rubrique on peut lire: tentative d'usurpation du nom Brafort et Brafaso, la mise en garde de la BMCRF est à lire à la page 11. Arrondissement 4 de Ouagadougou, le commissariat de police mobile se déploie le week-end prochain. Le journal Le Quotidien, à sa une ce matin, on peut lire coup d'État en Guinée-Bissau. Un groupe d'officiers s'empare du pouvoir. Tour du Faso 2025, le maillot jaune de remerciement remis au DG de la LONAB. Président du Faso, les ministres des Affaires étrangères de l'AUS rendent compte de leurs travaux au capitaine Ibrahim Traoré. Problématique de la mendicité en islam, c'est un acte humiliant, dégradant et déshonorant, déclare donc le docteur Démé. Avec le journal Aujourd'hui au Faso, ce quotidien nous parle également ce matin du coup d'État en Guinée et dit drôle de coup d'État en Guinée quand Oumarou Ambalo joue à qui perd gagne, s'interroge le journal, c'est-à-dire à la page 7. Palais de Koulba, les ministres des Affaires étrangères de l'AUS au rapport sur le chef de l'État. Philo 2025, la souveraineté intellectuelle dans les lignes. News du jour, UMOA, le Togolais Kossi Tounou à la tête de l'autorité des marchés financiers. 167 tracteurs cadotés aux producteurs sémenciers, nous annonce le journal Aujourd'hui au Faso. Le quotidien de tous les Burkinabés citoyens, dans sa parution du jour, on peut lire: audience du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré veut faire des femmes les actrices de l'unité africaine. Les ministres des Affaires étrangères de l'AUS rendent compte de leurs travaux au chef de l'État. Accident de la circulation à Bobo du Lasso, des feux tricolores, panneaux, lampadaires, aussi victimes. Philo 2025, 3 jours pour décrypter le rôle du livre dans la construction de la souveraineté. Guinée-Bissau, le président Sissoko Ambalo destitué par un coup d'État. Au coin du palais, cette rubrique du journal citoyen nous annonce ici pour 10 000 francs, il se livre à la vente de drogue. Apprenti chauffeur, il voulait les chèvres errantes de l'autogare. Journée internationale des personnes âgées, le Premier ministre appelle à une inclusion économique et sociale renforcée des seniors. Terminons avec ce mensuel d'information, le journal La Nation en marche. À sa une, on peut lire ancien président, retraite dorée pour certains et amère pour d'autres. Le journal affiche donc des photos de quelques anciens chefs d'État, dont Roch Christian Kaboré, Joseph Kabila de la RDC, Nicolas Sarkozy en France et Jair Bolsonaro du Brésil. Toujours avec ce journal. Éclairage des postes de péage du Burkina, une initiative bien appréciée par les bénéficiaires. Aboka Zida Naba, un véritable self-made man, c'est à lire à la page 4 et 5 du journal. Blocus imposé par des terroristes au Mali, les leçons à tirer sont à lire à la page 2 du journal. Cameroun, Côte d'Ivoire et Tanzanie, des élections aux allures de vernis démocratiques.
4e colloque international de hautes nouvelles, les menaces et opportunités de l'intelligence artificielle diagnostiquées par les experts. Merci beaucoup pour les titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Nous débutons au Burkina avec notamment cette actualité. Le président du Faso qui a reçu d'ailleurs les ministres des Affaires étrangères de l'AES. Tout à fait, parce que ils étaient en réunion à Ouagadougou. Cette rencontre a commencé, s'est ouverte le 26 novembre, c'est-à-dire hier. Et en fin de matinée, ils ont été reçus au palais de Koulba par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Et une rencontre au cours de laquelle les ministres de l'AES ont fait le point de leurs travaux, parce que l'objectif principal était de travailler et de préparer la prochaine rencontre des chefs d'État de l'AES qui doit se tenir à Bamako le 22 et le 23 décembre prochain. Donc, il était tout à fait indiqué que les ministres des Affaires étrangères de ces 3 pays-là puissent se retrouver, travailler et accorder leur violon, préparer de bons documents pour que les chefs d'État de l'AES puissent statuer au cours donc de leur prochaine rencontre. Donc, après avoir fait le point de ces travaux, le ministre Abdoulaye Diop du Mali, qui a conduit donc la délégation, a aussi expliqué au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, de l'évolution de certaines mesures, de certaines politiques qui est menée au niveau donc de la Confédération de l'AES. Et sur cette question, il a parlé de la diplomatie. Aujourd'hui, depuis donc la création de cette union, les 3 pays sont arrivés à travailler et ils sont arrivés à se faire accepter, surtout par le nom AES, au niveau régional et sous-régional et même international. Donc, désormais, quand on parle des organisations régionales, il évoque aussi l'AES parce que c'est aujourd'hui une organisation bien reconnue et ça c'est un acquis. Alors il a aussi évoqué la question du développement qui est aussi important quand on sait que nous sommes dans un contexte difficile, sécuritaire difficile, si bien que les populations ont besoin de beaucoup de choses. Et sur cette question, il a fait le point de l'évolution en termes de développement sur cette question. Et l'autre paramètre, c'est que le chef d'État, après avoir écouté tout ce point qui est fait, il a félicité les ministres des Affaires étrangères et les a appelés en tout cas au travail parce qu'il y a toujours plusieurs défis à relever. Donc c'est cette question-là, le chef d'État s'en est et a félicité ces ministres-là. Il les a donc remis chacun au travail. Alors, l'actualité aussi de l'autre côté en Guinée-Bissau, c'est notamment ce coup d'État. Bien évidemment, c'est l'information phare actuellement. Coup d'État en Guinée-Bissau. Le président Oumarou Sissoko Embalo a été donc déposé hier par l'armée. C'est un général qui était très proche de lui, qui l'a donc déposé, qui a pris le pouvoir, le général Nkana. Il était donc jusque-là le chef d'état-major de l'armée de terre en Guinée-Bissau. Un coup d'État qui intervient au moment où les Bissau-Guinéens attendaient les résultats des élections législatives et présidentielles, parce qu'en principe, c'était aujourd'hui, 27 novembre, que les résultats, surtout l'état provisoire, devaient être communiqués par la Commission électorale nationale. Et par, en tout cas, à surprise ou contre toute attente, les Bissau-Guinéens sont retrouvés donc, ont été servis par ce que nous avons vu hier, un coup d'État. Ce qui complique les choses, parce que avant la publication des résultats, alors qu'ils attendaient la publication des résultats, il y a 2 candidats qui s'attribuaient déjà la victoire. Il y a le président sortant Embalo, et puis il y a aussi l'opposant qui disait qu'il avait gagné les élections. Ce qui fait que déjà, on s'inquiétait beaucoup. Qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce que s'il arrivait que Embalo
se déclare donc président et que la commission électorale, effectivement, suit ce qu'il a dit, est-ce que l'opposant ne va pas appeler les populations dans la rue? Et si ça avait été le cas, qu'est-ce qui allait se passer? Je pense que peut-être que les choses allaient échapper à Ambalo. Mais pour certains observateurs, vu en tout cas cette tendance ou ce qui peut arriver, ben, on a vu que c'est l'armée qui s'est emparée du pouvoir et que Ambalo a été arrêté avec son ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et puis le chef d'état-major donc de l'armée bissau-guinéenne. Il y a certains qui pensent aussi que c'est un coup d'État arrangé. Qu'est-ce que tu penses? Mais pourquoi pas? Parce que un président qui voit donc son pouvoir tomber, et c'est lui qui donne même l'information à des médias qu'il a été renversé. Il a toujours son téléphone arrêté, qu'il n'a pas eu des égratignures, n'a pas été violenté. Ben, il a été conduit au niveau donc, de l'état-major qui arrive à communiquer. Ben, disons que ça, c'est du cinéma. Peut-être que c'est un coup d'État pacifique. Oui, c'est du cinéma. Seulement. Je disais tout à l'heure que celui qui a pris le pouvoir est un proche de Ambalo. Donc, comprenez que ceux qui disent que c'est un coup d'État arrangé n'ont pas faux. Un vrai coup d'État, tu n'auras pas le temps d'appeler des médias pour dire que j'ai été renversé, mais c'est les gens qui seront donc mis devant les faits et qui vont donc commencer à communiquer. Alors, je disais aussi que les élections, pour certains observateurs, annonçaient en tout cas Ambalo perdant. Et parce que le principal parti de l'opposition avait appelé à voter pour le candidat de l'opposition. Et avec tout ça, on voyait que les choses allaient être compliquées pour Ambalo. Alors, s'il y a des gens effectivement qui pensent que c'est un coup d'État arrangé, ça peut être vrai, il se voyait déjà perdant, mais pour lui, si le pouvoir reste dans les mains de l'armée, c'est mieux que le pouvoir passe dans les mains des civils. Avant tout, c'est un militaire, c'est un général, Ambalo. Donc, et vous savez que les militaires, quel qu'en soit, ils ne sont pas comme les civils. Il y a toujours cette affinité, cette solidarité de corps voilà, qui reste. Donc, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous voyons. Et surtout qu'au niveau de la communication, on voit que les médias français en communiquent suffisamment. Ben, en vérité, si on parle de coup d'État arrangé, ce n'est pas faux. Surtout qu'au niveau de la CEDEAO, il faisait partie des chefs d'État qui, en tout cas, faisaient l'éloge de la France. Ils étaient vus comme des bons petits de la France. Donc, vu ce qui est arrivé, ben, il y a des gens qui pensent qu'il faut attendre, parce que ça peut être une façon de passer le pouvoir à un proche, à un ami, au lieu donc d'attendre les résultats. On attendra de voir l'évolution donc au niveau de la Guinée-Bissau. Merci beaucoup, Alphonse. Merci. Ensemble, on va tourner dans quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Pour Ouagadougou, je l'ai dit, la fraîcheur s'installe. Donc, on va rappeler les pratiques ou les conseils pour les enfants. Protéger bien les enfants, les pulls verts, les gants, les chaussettes, les cache-nez surtout. N'hésitez pas à utiliser le beurre de karité pour notamment pommader les enfants. Et donc, justement, au niveau des lèvres, au niveau des narines, c'est très important. Protéger les hommes aussi. Protéger les femmes doivent protéger les hommes aussi. Merci beaucoup. On découvre les couleurs du temps. Nous recevons ce matin M. Ragni Mwendiele Fiakra Ketga, promoteur, coordonnateur du festival dénommé SACVIM. Bonjour à vous, Monsieur Ketga. Bonjour, Neibeo. Ibekema. La voilà. Ça va bien? Oui, ça va très bien. D'accord, ça va très bien chez nous également. Super. Alors, quand on dit Ketga, moi je pense tout de suite à KPG. Donc, Père Wende Gérard Ketga, KPG compteur professionnel. Est-ce que vous êtes de la même famille déjà? Oui. Ok. C'est mon frère. Ah, super. D'accord. Donc, vous êtes forgeron également. Je suis forgeron. Maintenant, est-ce que vous, vous comptez également? Oui, je suis, ma fonction première, je suis un artiste conteur. Artiste conteur professionnel. Professionnel, ouais. Ok. Et le nom d'artiste, c'est quoi? C'est Awassa.
Awassa, ça veut dire quoi? Awassa qui fait tout simplement dire Awansam. Awansame. Voilà. Presque arrivé quoi. C'est ça, Ok. Awansam. Awansame. D'accord. Bienvenue. Alors, ça tombe bien. Donc, on va parler un peu de conte avant donc de parler de votre activité à venir. D'accord. Vu que vous êtes conteur professionnel, comme on le dit, ça fait combien d'années dans le conte et pourquoi vous avez décidé aussi d'embrasser cette carrière de conteur? D'abord, permettez-moi de prendre la parole à Mauri. Parce que au lieu d'un petit rimdem d'abord gomgwam da kasharam pour tengan kakaba tengarambe. D'accord. Donc, vous allez saluer Amaury, puis après on va continuer. Il y a rien sautum na pousse kabase. Ninkem ne la yare pour yang ne gener set biaba genor ganga yaba ada. Ngurgun ti ko sur pang. Le lieu d'un petit pang qui est né yam pangam pa qui est né morre. Un kabas pang rimdem ma fa gilli. Un kabase. In lebenti yira kam sauna ba kiba. Tia bam sababu ya bam de ton gan sokondo ti ton lugu festival la bene pour Burkina Faso ni mbuy de fangille baraka Barkuso, merci beaucoup. Donc je reviens à ma question, depuis quand Awassa est dans le conte? Voilà, d'abord moi je suis pas né ici au Burkina Faso, je suis né en Côte d'Ivoire. Ma famille est là-bas et quand j'ai mon bac, je viens ici pour continuer l'université. Et à l'université, là-bas, je commence la web comédie. À quelle filière? Le droit. J'ai fait le droit. Okay. Donc, je commence la web comédie, je commence à faire des vidéos avec mes amis comme ça. Et voilà, on a eu même de grands succès avec ces vidéos-là. Et c'est après que je vois que mon frère a lancé une compétition de contes réinventés. Okay. Donc, je vois ça sur le net, je l'appelle directement, je dis, ah, grand frère, moi je vais participer à cette compétition. Donc, je participe à la compétition de contes réinventés. Et c'est à la suite de cela maintenant que je commence à embrasser le métier de conteur. C'était en quelle année vous avez dit? Ça, c'était en 2019. 2019. Oui. Conte réinventé, c'est quoi? C'est vraiment pour les jeunes conteurs ou c'est quoi la spécificité? Conte réinventé, ce sont des contes de création. Ça veut dire on peut s'inspirer des contes traditionnels pour adapter, voilà. Donc ce sont des contes de création. Oui. D'accord. À l'image bien sûr de KPG, puis son histoire qui peut faire rire, voilà, donc c'est un peu ça. C'est une histoire vraie mais ajoutée, où on ajoute assez donc de choses personnelles. Alors, donc, pour vous, vous êtes visiblement jeune. Hein? C'est ça. Les téléspectateurs vont voir ça aussi avec nous. Ça. Mais pour vous, quelle est en fait la valeur ou les leçons enseignées par le conte? D'accord, merci. Très belle question. Pour moi, le conte même, c'est une technique traditionnelle d'enseignement que nos grands-parents avaient pour éduquer les enfants. Vous allez voir que avant, quand un enfant fait une bêtise, par exemple, on le bastonnait pas. On le faisait asseoir et on lui racontait une histoire. Et l'enfant va trouver son erreur en fait dans l'histoire. C'est comme ça qu'on enseignait les enfants. Donc pour moi, le conte, c'est une technique traditionnelle d'éducation. Le conte, c'est l'art d'enseigner, c'est l'art de conseiller, c'est l'art de guérir, de soigner. C'est comme ça à travers voilà, à travers de belles paroles, à travers des paroles de sagesse. Et pour vous, est-ce qu'on peut passer par le conte aujourd'hui pour transmettre notamment nos valeurs, notre culture à la jeune génération? Le conte, c'est la transmission. Donc, on passe par le conte, bien évidemment, pour transmettre les valeurs. Okay. Parce que le conte, même, c'est la transmission. Quand on raconte, ce sont des paroles de sagesse qu'on transmet. Parlons maintenant de votre activité. Il s'agit d'un festival dénommé SACVIM. Et SACVIM, c'est quoi? Ça veut dire quoi déjà SACVIM? Expliquez-nous le concept. D'accord. SACVIM veut tout simplement dire la vie dans le quartier. SACVIM. SACVIM, la vie dans le quartier. Et ce festival est né du fait qu'on s'est dit que chaque quartier est porteur d'histoire et de mémoire, qui est souvent méconnu des habitants, même du quartier. Et on s'est dit, on va mettre en place ce festival-là pour retracer les histoires des quartiers, pour mettre en valeur les mémoires des quartiers, pour permettre aux habitants là
de développer le sentiment d'appartenance chez les habitants. Par exemple, si moi je viens par exemple de Tampuy, si je sais qu'à Tampuy, l'histoire de Tampuy c'est ça, ça va me permettre de bien m'installer à Tampuy. Et je sais qu'à Tampuy, il y a des interdictions. Voilà, ça va me permettre de bien m'installer. Donc, voici, c'est l'objectif même, c'est ce qui nous a poussé à mettre en place ce festival. Du coup, est-ce que votre festival va tourner dans les quartiers? Parce que si ça vise à faire découvrir l'histoire des quartiers, je suppose que ça ne va pas se passer uniquement sur un site chaque année. Bien évidemment. La particularité de notre festival, c'est que le festival, c'est un festival itinérant. Ok. C'est une première au Burkina Faso, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un festival itinérant qui tourne. Et même en une seule édition, ça tourne. Non, ça veut dire chaque année. Chaque année, alors, Voilà. un quartier. Okay. Chaque année, un quartier. Ça veut dire que ça peut être une ville, ça peut être même un village. D'accord. Donc, ça veut dire cette année, nous sommes à Kamsongwe. L'année prochaine, on peut être dans un village de Koutoubou, ou bien on peut être dans une ville de Bobo, on peut être à Bobo, Banfora, voilà. Donc, c'est un festival qui voyage comme ça. Ok. Par exemple, il y a eu la première édition l'année passée. C'est ça. On verra les images tout à l'heure. Mais Oui. j'aimerais bien savoir, vous êtes intéressé à l'histoire de quel quartier l'année passée et qu'est-ce que vous avez pu faire comme activité? L'année passée, bon, pas l'année passée, parce que c'est en 2022, si je ne me trompe pas, en 2022 qu'on a mis en place ce festival. Qu'il y a eu la première édition. Qu'il y a eu la première édition. Et quand on a fait ce festival, quand on a fait la première édition, on n'a plus fait. Pourquoi? On n'a plus fait parce que on voulait en fait venir avec un truc nouveau. Vous savez, il y a tellement de festivals ici au Burkina Faso. Venir avec un truc nouveau. Et après avoir... vous allez voir que l'année, en 2022, La première l'édition de 2022, là, il n'y a pas... Il y a eu des éléments des activités par exemple que nous on fait cette année qu'on n'a pas fait en 2022. Okay. Donc, fallait faire un pas en arrière, revenir, chercher, creuser, venir avec un truc nouveau. Qui va venir comme un souffle même d'espoir pour les fils et filles du Burkina. Donc, c'était la première édition, c'était dans quel quartier? Vous avez découvert l'histoire de quel quartier? La première édition, c'était à Tampuy. C'était à Tampuy, la première édition. Et la première édition, ça veut dire que on sélectionnait des enfants du quartier. Okay. On leur donnait des ateliers, des contes, d'écriture et tout ça. Et le jour du festival, il y avait même une restitution où les enfants racontent et tout. Et après, on part chez le chef, on fait des investigations pour connaître l'histoire du quartier. D'accord. Donc voilà, c'est comme ça. Maintenant, cette année, on est venu vraiment avec... avec plusieurs autres choses qu'on va découvrir justement. Donc pour cette deuxième édition, vous avez choisi quel quartier? Kamsongwe. Maintenant, concrètement, puisque l'objectif c'est de faire découvrir l'histoire du quartier, comment ça va se faire? D'abord, ce festival-là, il y a vraiment un temps de travail avant même les 3 jours de festivités. D'abord, nous rencontrons les personnes ressources du quartier qui accueillent le festival, qui va accueillir le festival. Donc, nous avons discuté avec des personnes ressources de Kamsongwe, connaître l'histoire de Kamsongwe, connaître les récits anciens de Kamsongwe, connaître la mémoire de Kamsongwe. Donc, c'est à travers... C'est à travers nos recherches, là, à travers les informations que nous allons recueillir, là, que nous allons créer même les spectacles. Vous allez voir des spectacles d'ouverture, vous allez voir... Donc nous, on s'inspire de ces informations-là pour créer. Donc tout va se tourner autour de Kamsongwe. D'accord. Maintenant, comment vous impliquez en fait, que ce soit les sages, les populations, les garants des traditions, de l'histoire de ce quartier à ce festival? D'abord, ce festival, c'est pour les habitants même du quartier qui accueille le festival. Donc cette année à Kamsongwe, ce festival, c'est pour les habitants de Kamsongwe. Vous allez voir par exemple qu'il y a une rue marchande. Et cette rue marchande est dédiée aux habitants de Kamsongwe de façon gratuite. Okay. Ça veut dire chaque habitant peut venir exposer son produit et tout, vendre et tout. Et les personnes anciens, les détenteurs de savoirs ancestraux et tout ça, nous, on a besoin d'eux parce que nous sommes à la recherche d'informations. Et c'est que la particularité encore du festival, c'est qu'il y a un projet d'édition derrière le festival. Ça veut dire que cette année, nous sommes en train de faire des investigations que nous faisons là. Il y a un livre que nous allons sortir très bientôt. Sur l'histoire du quartier? Qui va s'appeler Mémoire de Kamsongwe.
Voilà, donc, par exemple, comme on veut écrire les livres, il faut impliquer ces personnes ressources-là parce que nous avons besoin d'eux pour apprendre. Et nous, ça nous permet, en tant que jeunes conteurs, en tant que jeunes artistes, d'apprendre encore davantage. Donc, naturellement, la population et les sages participent. Sur 3 jours, concrètement, quelles sont les activités que vous avez logées pour ce festival? C'est ça. D'abord, nous avons fait une conférence de presse une semaine avant pour présenter le festival. Je profite pour remercier Savane Savane Média qui nous accompagne depuis le début. Donc, après la conférence de presse, nous avons vu aussi que nous, on veut impliquer les élèves. Maintenant, comment on implique les élèves? Parce que les élèves peut-être n'auront pas le temps pour venir sur le site du festival. Du coup, en partenariat, nous faisons un partenariat avec une école du quartier. Okay. Et cette école-là va accueillir des activités que nous avons mises en place qui s'appellent les ateliers éducatifs. Et les ateliers éducatifs, c'est divisé en 2 parties. Il y a des ateliers Boudgomde et les ateliers Yenenga. Et les ateliers Boudgomde, c'est pour la promotion des langues nationales. Okay. Nous allons inviter des linguistes, des personnalités pour venir discuter avec les élèves, pour leur dire en fait de ne pas être complexés pour parler leur langue, les langues maternelles. Les ateliers Yenenga, c'est axé sur l'éducation de la jeune fille dans la société. Donc nous allons inviter des mamans qui sont des modèles pour nous, pour discuter avec les jeunes filles. Donc après cette activité, il y a un club, ça veut dire à chaque édition du festival, il y a un club que nous installons dans le quartier, que nous avons appelé Sac Vim Sonsra. Okay. Parce que nous, vous savez qu'avant, on se retrouvait autour du feu pour se raconter des histoires. En ville, ça n'existe plus. Même maintenant, dans les villages, ça n'existe plus. Donc, à travers ce festival, nous voulons faire renaître cela. Voilà. Donc, après cette activité, bien évidemment, il y aura des artistes que nous allons programmer. Il y aura aussi des compétitions de devinettes traditionnelles, les solom koïsé. Okay. Voilà, donc de façon ramassée, voici les activités. Mais quand je regarde l'affiche, en même temps, il y a des artistes musiciens invités. Est-ce qu'il y aura un plateau artistique Oui, il y aura actuellement les techniciens sont sur le site, c'est des installations. Donc il y aura un plateau artistique dédié aux artistes. Et puis, il y a un défilé. Mais ce n'est pas un défilé de mode, mais un défilé de communauté. Nous allons voir des forgerons défiler, faire des démonstrations. Nous allons voir des gnonions défiler, faire des démonstrations, des Tansoba défiler, faire des démonstrations. Et à travers cette activité-là, nous voulons présenter les richesses culturelles du Burkina. Et ça veut dire, par exemple, on permet aux enfants de connaître des choses. Je m'appelle Sawadogo, je dois savoir que je suis Nyonyoara. Quel est mon rôle dans la société? Et pour nous, tous les fils et filles du Burkina Faso doivent connaître cela. Si je m'appelle Ninkiema, je sais que je suis forgeron. Quel est mon rôle dans la société? Moi qui suis forgeron, par exemple, le forgeron c'est un médiateur dans la société. Au-delà même de battre le fer, le forgeron c'est un médiateur. Donc, si je suis quelque part et puis c'est moi qui fais la bagarre, c'est que je ne connais pas mon rôle dans la société. Donc c'est ce que nous voulons présenter à travers cette activité-là. Pour dire aux fils et filles du Burkina Faso que chacun a un rôle à jouer dans la société. Et il ne faudrait pas passer à côté de son rôle. Voilà. Du coup, sur l'affiche, on voit qu'il y a pas mal d'artistes. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms d'artistes musiciens qui seront avec vous ou de troupes qui seront là? En tout cas, je profite de remercier ces artistes-là qui ont décidé d'accompagner ce festival parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, il y a un grand artiste qui fait la musique du Mowo, Zabda. Zabda et le Mowo Band Orchestra, donc il sera là avec nous. Il y a mon ami et frère Joey le Soldat qui sera avec nous. Il y a Niki Orchestra, c'est une troupe traditionnelle Bobo qui sera avec nous. Il y a une troupe de danse qu'on appelle les Dodogo qui seront avec nous. Il y a plein d'artistes, Mr. K, Ilsi ADP, Anna Samira Moumoula, Patrick Odon. Il y a plein d'artistes comme ça qui seront sur le plateau. Donc ce sont des programmations pour chaque soir. Parce que là, le festival se tient sur 3 jours. Okay. C'est ça. C'est sur quel site de Kamsongué? Le site, c'est la rue
Oui, c'est devant la ok. cour royale de son excellence le Kamsana Bachiba. Donc c'est la rue que nous allons occuper. Pour la rue marchande, et puis donc le podium, bien Le sûr, podium, dans la même rue. exactement. Ok. Rappelez-nous, SACVIM se tient à partir de quand et jusqu'à quand? SACVIM se tient du 28 au 30 novembre 2025. Et le vendredi 28, à partir de 15h, c'est la cérémonie d'ouverture officielle. Vendredi 28, là, c'est demain. Hein? Demain. C'est déjà demain. Demain. Ok. Donc demain, c'est la cérémonie d'ouverture officielle où nous allons présenter le spectacle d'ouverture, les défilés des forgerons, les gnognocés, les tansoba et tout, les dozos, les chefs dozos. Ok. Voilà. Et le spectacle d'ouverture, vous avez dit, c'est sur l'histoire du quartier, hein, ou c'est pas ce spectacle? Non, le spectacle d'ouverture, en fait, nous sommes inspirés de toutes les informations que nous avons recueillies pour créer les spectacles. Maintenant, nous n'avons pas encore fini les investigations parce que le projet d'écriture du livre, ça va prendre du temps. Donc, même après le festival, nous allons mener des activités sur Kamsangwa. Ok. Connaître encore davantage les récits anciens de Kamsangwa. Donc, c'est ce qu'on a reçu actuellement, là, qu'on a pu concocter ce spectacle-là avec. D'accord, merci bien. Alors, quelle est votre invite à l'endroit de la population de Kamsangwa, mais bien sûr des quartiers environnants pour ce festival, deuxième édition de SACVIM? D'abord, je tiens à remercier tous les habitants de Kamsangwa, les personnes ressources. D'abord, commencer par son excellence le Kamsangwa Bakiba et ses dignitaires. Remercier les habitants de Kamsangwa, les personnes âgées, nos mamans, les jeunes, en tout cas qui accompagnent ce festival. Et je fais un appel à tous les fils et filles du Burkina Faso pour venir découvrir des choses, découvrir se découvrir soi-même. Parce que ce festival, c'est un festival qui est mis en place pour se reconnecter avec soi-même. Donc, venez voir. Si tu t'appelles par exemple Kentega comme moi, Bamogo ou Ninkiema, tu t'appelles Bonkungu, viens connaître le sens de ton nom. Donc ce festival, c'est un festival qui vient comme un souffle d'espoir pour les fils et filles du Burkina Faso, pour le Burkina Faso de façon générale. Donc ne vous faites pas raconter. Soyez là demain à partir de 15h sur le site, vous allez voir des merveilles. D'accord, merci beaucoup Monsieur Ketska. Je ne sais pas Merci. comment on est dans la journée, est-ce qu'on peut vous demander de nous raconter une histoire ou bien c'est pas possible? C'est possible parce que le conte même n'est plus autour du feu. Ah bah voilà. Le conte est devenu aujourd'hui un métier. Nous-mêmes, on peut aller dans les boîtes de nuit pour raconter. Donc l'histoire, il y a une histoire que j'aime bien raconter. C'est l'histoire de 4 esprits qui vivaient en parfaite harmonie. Et ces esprits-là se tenaient les mains, sans tenir même compte du poids et de la taille de chacun. C'était l'harmonie, c'était l'équilibre autour de ces 4 esprits-là. Et un jour, il y a un déséquilibre qui a bouleversé, la nature. Et autour de ces 4 esprits-là, ces 4 esprits ont commencé à s'accuser. Et l'histoire que je raconte, c'est l'histoire de l'esprit du feu, l'esprit de l'eau, l'esprit de la terre et de l'air. L'esprit de l'eau accusait le feu d'être à l'origine de cette guéguerre, et ainsi de suite. Et l'esprit de feu a décidé d'attaquer. L'esprit de feu a dit ceci: écoutez, c'est moi le plus fort parmi nous, c'est moi qui vient avec la lumière. Donc si vous vous amusez, je vais consumer tout, je vais brûler tout. Et l'eau n'était pas d'accord, l'eau est venue, l'eau, écoute, moi, l'eau c'est la vie. Et l'esprit de l'air aussi qui était à côté a dit que non, écoutez, c'est moi le plus fort, parce que sans moi, vous ne pouvez pas respirer. Et à côté de l'esprit de l'air, il y avait l'esprit de la terre qui a dit, écoutez, moi je suis la terre-mère. Sans moi, les graines ne peuvent pas germer. Et ils ont discuté pendant très longtemps. Et on entend une parole qui vient de loin. Et c'est la nature elle-même qui a pris la parole et qui a dit ceci: écoutez, vous n'êtes pas des chefs, vous êtes des gardiens. Et la nature a dit, écoutez, il y a un adage qui dit que quand on est seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est depuis ce jour que ces 4 esprits-là se sont remis ensemble et maintiennent l'équilibre de la nature pour l'éternité. Oui. Merci beaucoup. Merci.
Merci bien, Monsieur Ketega, Merci. donc de cette histoire et puis avec cette leçon de morale là, comme Merci. quoi on doit toujours se mettre ensemble pour avancer. C'est ça. Merci bien. Merci. Et puis on vous souhaite de vivre pleinement la deuxième édition donc du festival dénommé Sac Vim Merci. à Kamsonguin cette année à partir de demain, À partir de 28 novembre jusqu'au 30 pour notamment vivre cette histoire C'est et ça. découvrir l'histoire du quartier ainsi que de vos communautés. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle que M. Rahim Wenyele Fiakra Ketga est artiste, conteur et promoteur, coordonnateur du festival Sac Vim. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Merci. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Après Tampuy, c'est le quartier Kamsonguin qui va accueillir la deuxième édition du Festival international des arts vivants sous la bénédiction du Kamsong Nabakiba. Ce projet est porté par l'association Sinika Bibiga avec à sa tête Fiakra Imwende Tietega alias Awassa. On a choisi les quartiers parce qu'on s'est dit que chaque quartier est porteur d'histoire, est porteur de mémoire qui est souvent méconnu des habitants et du public de façon générale. Donc nous avons choisi les quartiers, faire ce projet-là pour se reconnecter avec nous-mêmes, utiliser les histoires des quartiers pour créer des spectacles, permettre aux habitants de développer le sentiment d'appartenance chez les habitants même de ces quartiers-là. Plusieurs activités sont prévues pour cette deuxième édition selon le coordonnateur du festival. Bien évidemment, nous avons préparé des spectacles d'ouverture et des artistes aussi qui sont programmés ce jour-là. Et le lendemain, c'est le lendemain le 29, il y a une activité que nous allons faire en partenariat avec une école du quartier. L'école Kamsonguin Sur va recevoir cet atelier-là, Nyenenga et les ateliers Bourgomde. Bourgomde, c'est un atelier où nous invitons une personnalité, un linguiste, qui va discuter avec les enfants, les élèves, pour leur dire de ne pas être complexés. Et les ateliers Nyenenga, ce sont des ateliers axés sur l'éducation de la jeune fille dans la société. Sac Vim se tiendra du 28 au 30 novembre prochain à Ouagadougou, plus précisément dans le quartier Kamsonguin. Et de retour sur ce plateau et le spot publicitaire annonce notre prochain invité, Mira Élevage est bien installé. Nous recevons le PDG, donc Monsieur Kadri Sawadgo, PDG de Mira Élevage. Bonjour à vous, Monsieur Sawadgo. Oui, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Okay, merci. Alors, vous avez des formations à venir, on va en parler à travers cette émission. Mais déjà, vous étiez à la foire de Savane Média, donc pour notamment exposer. Qu'est-ce que vous nous avez exposé justement au niveau de la foire et comment ça a été pour vous? Ok, donc avant d'entrer dans les sujets, permettez-moi de saluer tous ceux-là qui nous suivent ce matin. Et disons que nous avons participé à la foire et nous avons fait une exposition de machines agricoles. Okay. Donc parmi ces machines, il y avait des motoculteurs qui pouvaient gérer jusqu'à 40 hectares, des motoculteurs qui peuvent gérer jusqu'à 20 hectares, 15 hectares et des mini-motoculteurs et pour les sarclages. À côté de cela, il y avait également des moulins multifonctionnels, des moulins aussi qui servent à fabriquer l'aliment volaille. En tout cas, ça s'est bien passé parce que nous avons reçu pas mal de visiteurs qui ont promis vraiment des achats. Donc, soulignons qu'on a eu d'autres même qui sont revenus au siège et qui ont fait des petits achats et des promesses aussi et dans le futur. Ah, c'est ça, on espère. Alors, il faut rappeler les domaines d'intervention de Mira Élevage parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus que l'élevage seulement. Mira Élevage a évolué, la formation. Donc, rappelez-nous vos domaines d'intervention. Ok, disons que Mira Élevage, créé en 2016-17, était dans la fabrication de couveuses artisanales. Mais à partir de 2020, Mira Élevage, la spécialité est devenue la formation. Ça veut dire que l'activité principale de Mira Élevage est la formation. Au niveau de la formation, il y a plusieurs types de formations. Par exemple, il y a une école d'élevage et de santé animale où nous offrons des formations en santé animale à des niveaux de formation, ceux qui rentrent au niveau BPC et niveau bac. Et il y a aussi des formations en entrepreneuriat agricole. Là-bas, c'est entrepreneurial. C'est là qui n'ont pas le temps, qui veulent vraiment une formation adaptée, qui vont aller soit faire l'agriculture ou l'élevage au même moment. Et il y a aussi ces formations que nous faisons en 2 jours. À côté du centre de formation, nous sommes également dans les domaines des équipements agricoles. Disons qu'en 2025, cette année,
Et nous avons mis en place une structure dénommée Mira Agro, à côté de Mira Élevage, dont l'activité principale est la vente et le développement. Ça veut dire que nous vendons et nous fabriquons aussi des équipements agricoles. Et comme secondaire, il y a aussi fabrication de provente, c'est-à-dire aliments, volailles, bétail, pour tout type d'élevage, et aussi les engrais, les produits phytosanitaires. Donc c'est un peu ça, ce que nous faisons actuellement. Donc agriculture, élevage, formation, vente. C'est ça. Donc vous êtes là parce qu'il y a une formation à venir, pour ne pas dire des formations, puisque ça se passe à Ouaga et à Bobo-Dioulasso. Alors parlez-nous de la prochaine formation. Ok, disons que nous avons 2 grandes sessions de formation à venir. Et la première session, c'est après demain seulement, c'est-à-dire le 29 et le 30 novembre à Ouagadougou. Donc, il s'agit d'une formation en élevage de volailles et en pisciculture. Donc, c'est une formation de 2 jours et la participation à cette formation-là est de 35 000. Donc, au cours des 2 jours, nous allons montrer des techniques d'élevage de poulets locaux, poulets de chair, poules pondeuses et leur prophylaxie. Nous allons montrer pratiquement, c'est-à-dire théorie et pratique, comment fabriquer l'aliment et volaille. Donc cette formation va se tenir au niveau du centre de formation de Mira Élevage 6 à Karpala. Donc ça c'est pour Ouagadougou. Et vous rappelez les conditions de participation? Ok, pour les conditions de participation, déjà le coût de participation à la formation est de 35 000. Maintenant, une fois que vous payez les 35 000, il y a un tirage au sort que nous allons faire. Par exemple, parmi tous les participants, ça veut dire que parmi tous ceux qui vont participer, là, nous allons faire un tirage au sort. Et si, par chance, on choisit votre nom, vous pouvez répartir gratuitement avec un motoculteur. Vous pouvez aussi répartir gratuitement avec un kit d'élevage de poulet ou un kit d'élevage de poissons. Donc, le coût de formation est de 35 000. D'accord. Maintenant, c'est une formation qui est faite pour qui? Est-ce que ce sont les spécialistes qui sont déjà dans le domaine ou bien vraiment en 2 jours on peut se lancer? Ok, cette formation est une formation vraiment adaptée pour tout public. Déjà, la formation est divisée en 2 groupes qui va se tenir dans des salles différentes. Donc, par exemple, il y a ceux-là qui ne savent pas lire et écrire. Donc, nous allons faire cette formation-là à Morée, dans une classe séparée et aussi en français. C'est-à-dire cette formation est adressé à tous ceux-là qui veulent se lancer dans le domaine de l'élevage, de poissons ou de volailles. Ça veut dire que pendant ces 2 jours-là, vous allez avoir vraiment les béabas. Parce qu'il y a des gens qui veulent, par exemple, se lancer dans le domaine de l'élevage, mais ils prennent les informations pêle-mêle. Donc, ça les permet... Bon, ce qui fait qu'ils font des erreurs dès le départ. Mais en suivant cette formation, par exemple, ceux qui veulent se lancer dans le domaine des volailles, vous allez connaître tout ce qui est norme. Par exemple, si vous voulez faire votre élevage, où est-ce que le terrain même doit se situer, parce que c'est très important. Si vous faites un bon élevage, un grand élevage en centre-ville, ça ne va pas trop marcher. C'est un exemple. Mais si c'est un petit élevage, vous pouvez vous débrouiller à domicile. Voilà, vous allez avoir les normes en ce qui concerne les poulaillers, et comment faire les programmes de vaccination, comment fabriquer leurs aliments en 2 jours. Et après ces 2 jours-là, nous avons également un accompagnement de 3 mois. Ça veut dire que à la fin de cette formation, nous créons un groupe WhatsApp dans lesquels nous allons mettre 2 groupes, moré et français, pour les morophones et les francophones, où nous allons les accompagner à distance et pendant 3 mois. Alors, les gens de Bobo ne vont pas dire qu'on les a laissés parce que juste après Ouagadougou, vous partez à Bobo aussi. C'est ça. Donc, juste après Ouaga, le week-end qui suit, c'est-à-dire le 6 et le 7 décembre, nous serons à Bobo-Dioulasso. Donc, la formation va se tenir au niveau de la Maison de la Culture de Bobo et les inscriptions se font actuellement soit à distance via Orange Money, soit au niveau de la radio et Savane FM et Bobo. Donc également à Bobo, ça serait une formation en élevage de volailles et en pisciculture. Nous allons aussi faire un autre tirage au sort à Bobo. Ça veut dire que nous avons 2 motoculteurs que nous avons mis en jeu pour tous ceux-là qui vont prendre part à ces formations-là. Donc que ce soit à Ouaga ou à Bobo, si vous participez, et vous pouvez avoir cette chance-là de repartir gratuitement avec un motoculteur. La valeur financière d'un motoculteur, c'est combien? Bon, les motoculteurs varient de 650 000 à 2 millions. C'est pour donner une idée de combien coûtera le cadeau. En tout cas, ça veut dire que les kits complets, là, en tout cas, c'est de l'argent. C'est plus de 1,5 million que nous avons mis en jeu. Pour cette tombe-là. C'est ça. Alors, quels sont les avantages de participer à ces 2
c'est sur 2 jours de formation. Parce qu'en 2 jours, certains peuvent se dire, est-ce qu'on va apprendre bien? On va mieux apprendre pour notamment se lancer. Est-ce que c'est possible? Bon, l'avantage de suivre, c'est quoi? Ce n'est pas notre première formation. Et nous l'avons fait, nous avons formé des milliers de personnes et de 2020 à maintenant. Ça veut dire que les 2 jours de formation là, c'est adapté de telle sorte que vous allez recevoir toutes les informations nécessaires. Ça veut dire que quelqu'un qui vient suivre en 2 jours, il va avoir tout ce qui concerne comme des informations dans les domaines là. Et avec l'accompagnement, si la personne commence seulement avec les 3 mois d'accompagnement, ça va permettre à la personne vraiment d'être aguerrie dans le domaine. Donc, on va rappeler pour Ouagadougou les dates, les conditions, et puis on va laisser un contact. Ok, donc à Ouagadougou, c'est du 29 au 30 novembre, c'est-à-dire le samedi et le dimanche prochain. Et donc, c'est une formation en élevage de volailles et en pisciculture. Et pour Bobo du Lasso, c'est les 6... Il faut rappeler, hein, pisciculture, c'est l'élevage de poissons. C'est ça. La pisciculture, c'est l'élevage de poissons. Donc, pour Bobo aussi, c'est les 6 et les 7. Et les inscriptions ont déjà commencé et se poursuivent. Donc, je vais donner les contacts. Pour tous ceux-là qui veulent s'inscrire par Orange Money, vous pouvez prendre notre numéro officiel. C'est le 64. Et 64 encore, et 04 44. Donc c'est un numéro Orange Money. Donc le nom du compte c'est Mira Agro. Donc pour tous ceux-là qui voudront s'inscrire à distance via Orange Money, et vous pouvez faire les dépôts sur ce numéro. Et donc, est-ce qu'il y a la possibilité de s'inscrire au niveau de votre siège directement aussi, pour ceux qui veulent se déplacer? Ok, pour ces formations, il y a 3 possibilités. Vous pouvez vous rendre à Savane FM pour l'inscription à Ouaga dès aujourd'hui et demain. Vous pouvez également vous rendre à Bobo, à Savane FM Bobo pour l'inscription. Vous pouvez aussi vous rendre au siège de Mira Élevage. Donc je rappelle que Mira Élevage est situé à Karpala et à 400 mètres du château d'eau Jimbo. Donc le jour de la formation, tous ceux-là qui n'arriveront pas à venir au centre là, ils vont se rendre au niveau du château et nous allons déployer une équipe qui va les accueillir et les conduire au niveau du centre de formation. Alors, la formation, ça se tient de quelle heure à quelle heure? Disons que la formation, ça se tient de 8h à 12h30 pour les volets volailles, c'est-à-dire le samedi et le dimanche. 8h à 12h30, c'est la volaille. Et de 14h à 17h30, c'est la partie pisciculture. Donc la première journée, c'est purement théorique. La deuxième journée, dans la matinée, c'est dans les salles. Et maintenant, le reste du temps, nous allons le faire sur le terrain. Disons que le centre même est situé sur un terrain d'1 hectare dans lequel il y a les poulaillers et autres. Donc, la formation va être purement pratique. La précision que je voudrais qu'on donne aussi aux téléspectateurs, est-ce que quand on prend le kit de 35 000, on a droit à la formation en aviculture et en pisciculture en même temps, ou bien ça se passe comment? Oui, ça veut dire que les 35 000, c'est pour les 2 formations. Les 2 formations. Voilà, Okay. Formation en pisciculture et en aviculture. Et à la fin, vous avez une attestation qui atteste que vous avez suivi cette formation, et vous avez aussi des avantages parce que notre spécialité actuellement, en tout cas, on met l'accent sur la mécanisation agricole. Ça veut dire qu'en termes de technologie qui rentre dans le domaine de l'agriculture, là, nous mettons de l'accent. Ça veut dire que tous ceux-là qui vont vraiment participer à cette formation, ils vont avoir des avantages, c'est-à-dire des bons de réduction pour tout ce qui concerne les équipements agricoles qu'ils vont vouloir dans l'avenir. Disons que nous avons par exemple un moulin que nous avons conçu qui permet de fabriquer l'aliment volaille. Même si vous avez jusqu'à 3000 têtes de poulet, ça veut dire qu'avec seulement un moulin qui coûte 250 000, et vous pouvez préparer leur aliment vous-même. Donc pour tous ceux-là qui vont participer à ces formations-là, tous ces équipements-là, nous allons faire des réductions. Et là, il faut venir aussi à la formation pour savoir même comment faire les aliments de la volaille, parce que ça fait partie des modules qui seront enseignés. C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Sawadgo. Donc, votre mot de fin avant qu'on se dise au revoir. Ok, le mot de fin, c'est d'inviter vraiment tous ceux-là qui nous suivent ce matin à faire l'effort. Parce qu'une fois que vous participez à notre formation, c'est comme si vous intégrez notre famille. Il y a de l'accompagnement continu, que ce soit en physique ou à distance. Ça veut dire qu'après la formation, nous avons des techniciens sur place. On a un technicien dans le domaine de l'aviculture, de pisciculture, qui sont sur place, que vous pouvez consulter à tout moment et gratuitement. D'accord. Merci d'être passé. Pas de quoi. Restez avec nous, on va suivre le spot publicitaire de Mira Élevage en ce qui concerne ces formations à venir et on revient pour la suite.
Et retour sur la rubrique à la découverte 2. Alors, je rappelle que cette semaine, nous nous intéressons à l'histoire du petit séminaire de Pabré. Et aujourd'hui, nous allons écouter Abbé Sylvain Nikema. Il est préfet des études au petit séminaire de Pabré, comprenez par là responsable des études. On va l'écouter et on revient. Le préfet des études, il faut dire que c'est lui qui est censé organiser les cours, préparer la rentrée, c'est-à-dire pourvoir à tous les professeurs dont on a besoin dans les différentes disciplines, dans les différentes classes. Et s'il y a un manque, il doit trouver un professeur, voilà, pour combler le vide. Et c'est lui qui est aussi chargé de veiller sur la progression dans les différentes matières et dans les différentes classes. Dans cette maison, il faut dire que je suis là, je viens de boucler la 5e année, mais j'ai enseigné beaucoup de matières quand même. Voilà, comme on le dit, nous sommes des généralistes, des prêtres. Voilà. Et cette année, j'ai enseigné le français, principalement le français et la philosophie. Français en 6e et 4e et la philosophie en seconde. Les cours se passent normalement et de façon systématique, c'est bien organisé. Nous avons beaucoup de matières classiques qui sont enseignées, il faut dire même toutes les matières classiques de la 6e jusqu'en terminale. Mais en plus de cela, il y a des cours spécifiques, pour ne pas dire des cours spéciaux, qui relèvent uniquement de notre cadre, c'est-à-dire en fonction de l'objectif de la maison, qui est une maison de spiritualité, entre griffes, qui a l'objectif de former des gens, des hommes, qui veulent devenir des prêtres. Donc il y a des cours de spiritualité, des cours d'africanité, de politesse, qui ne sont pas enseignés dans les autres établissements. Parmi ces cours spécifiques, là, spéciaux, on peut relever aussi la musique qui est enseignée en 6e et en 5e. Le latin est enseigné dans tous les postes primaires, c'est-à-dire de la 6e en 3e. Et la politesse, qui est une matière spécifique aussi, qui est enseignée en 6e. Il y a l'africanité, qui est une autre matière qui enseigne nos valeurs africaines. Elle est dispensée en 4e et en seconde. Et l'art, il faut dire que nous avons des ateliers qui se passent pratiquement tous les samedis. Et ils sont organisés, chacun choisit ce qui lui convient et il y pratique. C'est bien apprécié. C'est bien apprécié. Si je vais l'évaluer par rapport à ce qui se passe ailleurs, je trouve que le niveau est assez bon. Depuis très longtemps, la maison a toujours gardé cette coutume-là, cette tradition de faire du 100% et au BPC et au bac. Et cette année encore, on en a eu du 100% et surtout avec de très bonnes moyennes, vu les mentions que nous avons récoltées. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu, qui est le maître de tout. Et aussi, nous disons merci, nous profitons de cette occasion pour dire merci à tous les acteurs, à tous les niveaux, que ce soit les professeurs qui nous donnent les coups de main, et que ce soit aussi les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes. Chacun a mis du sien pour que nous puissions récolter les résultats que nous avons aujourd'hui. L'objectif de la maison, comme je l'ai dit entre-temps, c'est de former de bons citoyens pour la nation et des saints pour le ciel. Et tout, pour qu'il y ait de bons résultats, tout doit se baser, se jouer sur la discipline. Sans cette discipline, on ne peut pas avoir de bons résultats. Nous avons notre règlement intérieur qui nous oblige, nous, professeurs comme élèves, à entrer dans cette discipline-là. Et comme il y a des lois qui encadrent cela, ça permet à chacun de pouvoir rentrer dans cette ligne de conduite-là et surtout d'observer ce qui doit être observé et pour mieux poursuivre ce qu'il doit poursuivre comme études. Pour devenir
être professeur au petit séminaire de Pabré, la toute première condition, c'est d'avoir un diplôme requis. Voilà. Et quand on a le diplôme requis, on peut avoir aussi besoin d'expérience. Il ne s'agit pas d'être seulement prêtre pour enseigner ici au petit séminaire. C'est vrai que l'équipe permanente est constituée de prêtres, mais nous sommes 11 cette année. Mais il y a 23 professeurs vacataires, laïcs, et toutes religions confondues. Nous avons des musulmans parmi eux et qui nous donnent un coup de main. Parmi eux, nous avons des gens qui sont là avec nous il y a plus d'une trentaine d'années. Il y a un qui est à sa 31e année, un autre est à sa 29e année et bien d'autres. Donc, ce sont des gens qui nous viennent de partout. Merci à Ahmed Joël Compaoré pour l'interview. Et nous disons merci bien sûr à Abbé Sylvain Nikema, qui est préfet des études au niveau du petit séminaire de Pabré. Alors, merci. Fidèles téléspectateurs, point final pour l'aventure de ce matin. Merci à vous qui nous avez suivis. On vous souhaite de passer une agréable journée en notre compagnie. Nous, on se retrouve, Inch'Allah, demain à partir de 7h30 sur Savane TV. Prenez soin de vous et à demain. Tschüss.